Bonjour, bon après-midi en ce samedi 27 mars. Nous avons notre rencontre qui va maintenant devenir rencontre habituelle où on discute avec les talents, on discute avec des gens, on leur parle de ce que c'est que l'entrepreneuriat, la recherche d'emploi, pas l'entrepreneuriat, excusez-moi. On parle des astuces, on parle de tout ce qui peut aider à faire la recherche d'emploi. Et aussi, on essaie d'aider ou d'apporter notre pierre à l'édifice auprès des offreurs de talent, parce que je préfère qu'on les appelle comme ça, et pour leur permettre d'avoir les performances qui sont les leurs, pour leur permettre d'atteindre le job de leur rêve. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'art d'écrire ou l'art de rédiger son CV. On parlera de comment faire en sorte que le curriculum vitae, qui est un outil qui est exploité depuis des années, depuis beaucoup d'années, on verra ça tout à l'heure, devienne quelque chose de fondamentalement utile. Donc, je vais vous prier d'être patient, de réserver vos questions pour la fin, et puis on pourra y répondre en toute quiétude. Déjà, qui nous sommes? Nous sommes une entreprise de chasse de tête. Notre métier, c'est simplement trouver les meilleurs talents pour nos clients et aussi aider les talents à trouver le meilleur emploi pour leur carrière. Donc, nous travaillons avec les deux côtés du marché du travail, c'est-à-dire les employeurs et les employés. Et nous aidons chacune de ces parties à développer son potentiel et surtout à obtenir de l'autre côté la personne idoine. Et moi, je suis Alexis Tadifo. Je suis entrepreneur, ingénieur de formation. Je suis consultant aujourd'hui en technologie de l'information. Je travaille avec beaucoup de clients un peu partout dans le monde. Euh, et dans le même temps, je suis aussi le catalyste en chef, c'est comme ça que j'aime me nommer, de cette petite boîte qui s'appelle Nixé. Et j'essaie au quotidien d'apporter à la fois de mon expérience, mais aussi de ce que les autres, de ce que tous mes associés ont appris et qui peuvent aider les talents avec qui on travaille. J'ai une expérience particulière avec l'entrepreneuriat ou avec l'emploi. C'est que j'ai été employé plusieurs fois. J'ai été, comme tout le monde, j'ai cherché du travail, j'ai vécu le chômage, j'ai vécu le questionnement de comment est-ce que je paye les factures à la fin du mois, comment est-ce que je me déplace. J'ai connu les difficultés à joindre les deux bouts, même en ayant un travail. J'ai connu l'envie de chercher un meilleur travail. J'ai déjà été licencié, j'ai été congédié, j'ai aussi déjà démissionné. Donc, en termes d'emploi, j'ai connu vraiment tout ce qui peut être connu, que ce soit les extrêmes positifs ou les extrêmes négatifs. J'ai eu une grosse expérience en tant qu'employé. J'ai occupé à peu près tout type d'échelons, que ce soit des échelons très subalternes ou des échelons de leadership d'un certain niveau. Donc, je ne parle pas en tant que entrepreneur qui veut se la raconter. Je parle parce que je connais la problématique que nous vivons. Mais pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi le CV? Le CV, c'est simplement une expression qui dit déroulement de la vie. C'est en latin, hein. C'est déroulement de la vie. C'est CV, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Au pluriel, c'est curriculum vitae. Et puis, quand on regarde bien, il y a une façon de conjuguer. Cette façon de conjuguer permet de comprendre que le curriculum vitae, c'est une histoire, un historique, un journal de ce qui s'est passé dans votre vie. Et le curriculum vitae ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier, ce n'est pas avant-hier qu'on a commencé à l'utiliser. On l'a commencé à l'utiliser depuis 1482. Le premier à l'utiliser, c'était Leonardo de Vinci. C'était le premier dans beaucoup de domaines, bien sûr. On commence à le remarquer. Mais puis, au fil du temps, on a commencé à l'utiliser beaucoup d'années plus tard. On parle de Leonardo en 84 parce que, en 1482, autant pour moi, parce que c'est la première référence historique de quelqu'un qui met en place son propre épitaphe, parce que c'était comme ça, c'était perçu à l'époque, et qui le présente, qui le propose au roi, au pape et consort. Mais bien après, quand on a commencé à vivre les résultats de la première révolution industrielle, eh bien, les gens ont commencé à se dire, il faut que je recrute,
il y a des gens qui sont formés parce que l'école s'était à démocratiser. Donc, il y avait déjà des gens qui étaient formés, qui étaient disponibles sur le marché. Et il faut que je recrute. Et je ne peux plus me contenter de prendre mes cousins, mes neveux et consorts parce que il me faut des compétences qui vont au-delà du cadre familial. Et il faut donc quelqu'un qui me dise ce qu'il est capable de faire et comment je fais. Je ne peux pas discuter avec tout le monde. Il faut donc peut-être que j'ai un document qui me permet de dire en quelques mots ce qu'il a, ce qu'il peut apporter. Et donc, en 1930, c'était ça le début. C'était le début de ce processus-là où les gens, quand on se rencontrait, ils écrivaient sur un bout de papier que voilà, on a discuté, voilà plus ou moins ce que je sais faire, je suis allé à tel endroit, j'ai été formé à tel endroit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai discuté avec telle ou telle personne, je sais faire ça, je sais faire ci. 10 ans plus tard, ça commence à s'affiner un peu, ça ressemble un peu au profil Facebook que vous connaissez aujourd'hui, où les gens commencent à mettre, OK, voici ma taille, mon âge, mon statut marital, ma religion, parce que ça commençait à devenir quelque chose d'important. On avait de plus en plus peur d'avoir des faux positifs, c'est-à-dire que j'ai une entreprise juive, par exemple, je recrute quelqu'un et puis je me retrouve avec quelqu'un qui est, je ne sais pas, un athée ou quelqu'un qui est hostile par rapport aux juifs, et puis ça crée des problèmes. Donc, pour éviter ça, où je suis dans une entreprise, je ne sais pas, chrétienne, et puis on travaille sur, je ne sais pas, du porc et qu'on soit, et puis je recrute. Donc, pour éviter ce genre de choses, on commence à dire aux gens, OK, dites un peu plus précisément qui vous êtes, quels sont vos paramètres, quels sont vos coordonnées ou les choses qui vous caractérisent physiquement et aussi vos orientations pour qu'on soit sûr que ça va matcher avec la culture actuelle. C'était une époque où il n'y avait pas autant de tolérance qu'aujourd'hui, donc il faut être indulgent. Mais c'était déjà un début. Et puis 10 ans plus tard, encore dans les années 50, ce ne sont plus des... Maintenant, le CV n'est plus un plus, ce n'est plus un nice, c'est devenu un need. C'est-à-dire qu'à partir de 1950, on ne recrutait plus sans avoir de CV. C'était devenu une exigence du CV. C'était possible aussi parce que ça convergeait avec la période où le marché du travail commençait à 1950, c'est juste l'après-guerre. Ça coïncidait à la période où le marché du travail était quand même occupé par des alphabets dont les gens commençaient déjà à avoir une certaine facilité à écrire et lire et tout ça. Donc, on commençait déjà à se sentir à l'aise à utiliser de tels procédés. Et puis, dans les années 60, 10 ans plus tard, parce que bon, là, on a fait une chronologie, 10 ans par décennie, dans les années 60, les CV commencent à être, les gens commencent à ressentir ça comme une niche et ça commence à faire partie des formations que les gens créent dans des formations de développement personnel. Et on commence donc à en parler dans les associations religieuses et qu'on sort dans des clubs et qu'on commence à apprendre aux gens à rédiger leur CV. Et puis, en 1980, on a l'apparition des premiers CV vidéo. Donc, les gens enregistraient sur leur VHS. Les VHS, pour ceux qui savent, parce que c'est des anciennes cassettes avec des bandes magnétiques. Donc, les gens enregistraient sur bande des vidéos qui parlaient d'eux. Et c'était comme ça parce que très tôt, ou naturellement, le critère de différenciation commençait à se faire ressentir. Donc, il était question de savoir ou de se démarquer des autres. Donc, on ne pouvait plus simplement se contenter d'écrire un ou deux papiers, il fallait faire quelque chose de plus. Donc, on a l'apparition des premiers CV vidéo. Et puis après ça, dans les années 86, on commence à se dire que le CV va mourir parce que avec les CV vidéo, avec le fait que les gens sont de plus en plus à l'aise avec ça, avec le fait que les entreprises commencent à se partager leur base de données, leurs fichiers, on se dit, bon, moi, peut-être ça sera plus utile. Mais c'est pour vous dire, ça fait, depuis 86, ça fait 35 ans qu'on dit que le CV est mort. Ça fait 35 ans. Et ça fait 35 ans que le CV est toujours là. Il change de forme, il change de médias, il change de tout, mais il est toujours là. Et puis, dans 87, on commence à utiliser, on se rend compte que le fax, c'est la façon la plus efficace d'envoyer le CV. Puis, en 95, avec la révolution tech qui s'est déroulée à peu près partout, c'est le courriel qui remplace ça. Et puis, en 2002, très récemment, c'est les CV interactifs qui sont les plus utilisés. 2003, on a LinkedIn qui est créé. 2007, on a YouTube. Pas qui est créé, YouTube est créé quelques années, pas avant. Mais avec YouTube, maintenant, les gens commencent à utiliser ça comme plateforme pour faire des CV vidéo et ça marche du tonnerre.
Donc, et aujourd'hui, on se rend compte que les CV sont de plus en plus intriqués avec des réseaux sociaux ou avec des plateformes collaboratives comme Git, comme LinkedIn dont on parlait tout à l'heure, comme Gmail, comme Twitter, comme Instagram et consorts. Mais concrètement, le CV a été créé, les gens l'utilisent beaucoup, mais à quoi sert un CV? C'est quoi son utilité? Le CV est utile pour beaucoup de personnes. On va séparer en deux groupes. Parce que finalement, le CV, c'est utile pour celui qui veut recruter ou celui qui veut exploiter une ressource humaine et celui qui est la ressource humaine et qui veut trouver une activité dans laquelle s'épanouir. Donc, on utilise le CV pour faire des appels d'offres dans beaucoup de processus, dans beaucoup de marchés, dans beaucoup d'endroits. L'appel d'offres, la réponse à l'appel d'offres d'une entreprise consiste à produire un document dans lequel on dit voici les gens avec qui je vais exécuter le marché, voici leur profil, voici ce qu'ils savent faire et on met des CV à l'intérieur. C'est aussi utile pour les recrutements. C'est assez logique d'ailleurs. Parce que quand on veut recruter, on a besoin de savoir avec qui on va travailler. On a besoin de savoir est-ce que la personne remplit les critères de l'offre qu'on veut faire et tout ça. On utilise ça pour le recrutement. On utilise aussi pour les statistiques. Avec les CV, on est capable de faire des statistiques parce que les CV sont des éléments déclaratifs en s'appuyant sur des CV souvent dans des entreprises comme vous voyez souvent les instituts de statistiques en France, par exemple, comme l'INSEE, qui fait des statistiques en s'appuyant avec le réseau Pôle emploi. Ils peuvent, sur la base des CV qui sont déposés, faire un portrait des demandeurs d'emploi sur l'étendue du territoire français, savoir quels sont les métiers qui sont les moins utilisés, quels sont les métiers, quelles sont les filières telles que quand tu es de cette filière-là, tu trouves moins vite le travail. Et à contrario, quelles sont les filières où quand tu trouves dans les CV sont aussi un outil de statistique. Et puis, les CV sont aussi utilisés pour les présentations. J'ai été speaker, par exemple, dans certaines conférences. Et bien, avant d'aller dans cette conférence, on a besoin de ton CV. J'ai participé à la rédaction de livres. Et bien, avant, quand l'éditeur est à la phase finale pour faire publier le livre, on te demande ton CV. Ça va faire partie de certains éléments du livre. Donc, le CV est utilisé dans beaucoup de domaines. Et maintenant, le CV, ça, on a résumé. C'est ce qui est encadré par le liseré rouge. Ça, c'est ce que le CV apporte au projet, à l'activité, à l'employeur. Mais pour toi l'employé ou le potentiel employé, le CV dit plus ou moins ce que tu peux faire. Tu peux faire parce que le CV décrit ta formation et dans ta formation, il y a une promesse. Il y a une promesse sur les choses que tu serais capable de faire parce que tu aurais fait cette formation à cet endroit, à cette période. Ça permet aussi de savoir si la formation que tu as faite ou le parcours académique que tu as fait te rend compatible avec l'équipe dans laquelle tu vas travailler. C'est très important. On remarque par exemple dans certains endroits aux États-Unis, il y a des orientations. On va te dire, OK, dans cette entreprise financière, en général, on privilégie les étudiants de telle université. Bon, si tu as été étudiant dans une autre université, ton CV permet de savoir que, OK, peut-être ça ne va pas le faire. De la même façon, au Cameroun, parce que c'est bien de parler des trucs du Cameroun, on peut avoir quelqu'un qui est un employé qui dit que je veux peut-être des ingénieurs de travaux, peut-être de l'école de travaux qui est à Yaoundé. Et puis, s'il obtient un CV de quelqu'un qui vient peut-être de Polytechnique ou je sais pas, de l'école de travaux de Boya, il peut se dire, bon, ça ne le fera pas. Ce n'est pas un procès de sa compétence, mais c'est un procès de son potentiel. Donc, ça, le CV dit ce que tu es capable de faire, ce que tu pourrais faire en termes de potentiel. Et puis, le CV aussi, en termes de potentiel, ça permet de prévenir les conflits. Tu vas être recruté, tu as été formé à Polytechnique Yaoundé, tu es sorti, je ne sais pas, major de ta promotion. OK, c'est super. Ton N+1 avec qui tu vas travailler, lui, il a vraiment fait le chemin le plus long. Il est peut-être allé à l'université, il est sorti de l'université, il a fait des stages, il a fait des formations sur place et tout ça. Et puis aujourd'hui, il doit te manager. Est-ce que ton profil va te rendre
va faciliter le travail avec les autres ou pas. Donc, ce sont toutes ces choses qu'on se pose comme question et c'est l'ensemble de ces questions-là qui vont nous permettre, qui vont permettre à l'employeur de savoir que ça peut être une bonne idée, ça peut ne pas être une bonne idée. Le CV aussi va dire ce que tu sais faire. Là, on est dans le concret. Le CV va dire, OK, on a vu que tu es allé à tel endroit, tu as fait telle chose, on a une idée de tes compétences. On a une idée. C'est toujours une estimation. Parce que on peut avoir été dans une entreprise, on peut avoir été dans un poste dans une entreprise sans avoir forcément réalisé au quotidien toutes les tâches du job description auquel on s'attend. Quoique personne ne sait toujours quel est le job description que tu étais censé avoir parce que c'est discrétionnaire, c'est dans ton contrat, c'est une relation entre ton ancien employeur et toi ou ton actuel parce que tu peux postuler en étant toujours là-bas. Donc, on peut faire une estimation, est-ce que tu pourrais avoir cette compétence en ayant été là-bas? Donc, c'est souvent une estimation, mais ça aussi c'est une information que ton CV apporte. L'autre information que ton CV apporte, c'est ce que tu souhaites faire. Souhaite faire là, c'est très délicat. Dans ton CV, on voit les choses, les entreprises dans lesquelles tu as été. On voit les formations peut-être volontaires auxquelles tu as participé. Et ça donne une idée de est-ce que ce gars est capable de s'intégrer dans notre entreprise? Est-ce que ce gars qui a travaillé dans des multinationales depuis qu'il est sorti de l'école, est-ce qu'il est capable de travailler dans une start-up comme la nôtre avec les problèmes que les start-up ont? Les problèmes que les startups ont, c'est que le salaire n'est pas souvent régulier, le salaire n'est pas souvent payé à temps, les charges de travail ne sont pas encadrées, les relations hiérarchiques et l'encadrement technique n'est pas souvent là. Il faut parfois être autonome, il faut se débrouiller, il faut faire à peu près tout. Les job descriptions ne sont pas très encadrés. C'est possible de devenir comme en tant qu'ingénieur informaticien et puis se retrouver en train de réparer une ampoule au bureau. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent souvent dans les startups. Donc, est-ce que ce gars qui a fait les multi, il a bossé au FMI, il a bossé ici et là, est-ce qu'il est capable de supporter ça? Est-ce qu'il est capable d'accepter un paiement à la caisse au lieu d'avoir le virement et tout ça? Donc, le contenu de votre CV dit aussi ça. Est-ce que, et maintenant, à contrario, est-ce que ce gars qui a bossé tout dans des environnements non structurés, non machin, est-ce qu'il est capable d'être corporate? Est-ce qu'il peut s'habituer? Donc, il y a toutes ces questions qui permettent de savoir est-ce que ça peut être la bonne personne. Et ça dit aussi ce que tu vaux. Ce que tu vaux, c'est en termes de salaire brut, bien sûr, c'est en termes d'avantages de service. Si on te recrute dans une boîte où on sait que dans ton poste, à peu près, pour tout le monde, on sera à 2 millions de salaire ou à 300 000, est-ce que si on te propose 250 000, est-ce que tu prendras? Est-ce que tu accepteras? Si on sait que de l'autre côté, tu travailles par exemple à la voiture de service, peut-être tu étais voiture de service, ça ne veut pas dire que tu es un grand patron et tu as la Mercedes coupée pour travailler, non. Ça peut être simplement que tu as le pick-up de l'entreprise avec lequel tu fais les va-et-vient, tu fais les courses, mais ça fait quand même que tu as un pick-up qui fait que de temps en temps, tu peux faire une course personnelle ou en allant faire ce que tu es censé faire, tu peux, tu peux te faire aider par ce véhicule. Est-ce que tu accepterais de quitter là pour aller dans une entreprise où il te faudrait payer le taxi, payer la moto, aller à gauche, à droite? Ça aussi, c'est une question qu'on va se poser. En regardant ton CV, ça permettra de savoir est-ce que ça peut le faire. Est-ce que si on lui dit qu'on lui donne 150 000, est-ce qu'il va accepter? Donc, ces choses-là sont à l'intérieur du CV. Et de la même façon, quand on regarde aussi les trous dans le CV, tu as travaillé à tel endroit, bon, après tu as fait un an au quartier, puis tu es allé à tel endroit, et puis ça fait 2 ans que tu es au quartier. Donc, ça fait 2 ans que tu es au quartier, bon, peut-être tu es arrivé déjà à la période où tu deviens compréhensif. Est-ce que, en te proposant ça, est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu... Donc, le CV permet de donner toutes ces petites informations-là. Donc, on peut voir en résumé dans le liseré rouge ce qui est important pour ce que le CV apporte pour les employeurs et les projets. Et dans le liseré vert, ce que le CV apporte pour les offreurs de travail, autrement dit les potentiels employés. Mais la question
finalement, c'est, OK, le CV permet de savoir toutes ces choses, ça permet de répondre à toutes ces questions, mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour apporter ces réponses aux gens? Qu'est-ce qu'il faut effectivement renseigner? Donc, on parlera de ce qui compte dans le CV. C'est vraiment simple. Je veux qu'aujourd'hui, vous gardiez ça à l'esprit. Tout le reste, c'est de la décoration. Ces 4 choses sont les plus importantes. Ce sont les seules importantes. Nous recrutons depuis pas mal d'années et nous recrutons pas mal de rôles. Nous sommes déjà à plus de 200 recrutements et je peux vous dire, les gens mettent en général très peu de temps pour lire votre CV. Très peu de temps. On ne lit pas un CV en 1 heure. Si on lit votre CV en 1 heure, ça veut dire qu'on s'apprête à vous donner le contrat. En général, on ne le lit pas en 1 heure pour savoir s'il faut, si vous êtes en concurrence avec notre ou pas, non. Si on lit votre CV en 1 heure, ça veut dire qu'on vous a déjà pris comme le meilleur choix et on vous s'est rassuré qu'on n'est pas en train de faire une bêtise. Et maintenant, une fois que vous êtes en compétition, il y a les statistiques qui disent que dans les situations de compétition extrême, donc des offres où il y a plus d'une centaine de candidats, le CV, ça se lit en 6 secondes. Pas plus. 6 secondes. Et donc, dans les 6 secondes, voici les choses que les gens doivent savoir. Dites votre identité. Qui est-ce que vous êtes? Vous êtes qui? Un homme, une femme? Vous êtes, quel est votre nom? Pas trop d'informations, hein? Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Vous êtes né quand? On n'a pas besoin de savoir quel âge vous avez, parce que généralement, quand vous écrivez 26 ans, après, c'est vrai, c'est facile, mais après, chaque fois que vous faites des mises à jour, ça peut vous embêter. Vous pouvez mettre la date de naissance directement. Je suis né tel jour, à tel endroit là. Le lieu de naissance n'est pas pertinent, sauf si vous voulez, et c'est toujours un risque, vous voulez montrer à l'autre que bon, peut-être vous êtes né du même côté que lui, dans le même pays ou dans le même village, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas pertinent. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? On est d'accord, vous travaillez, comment est-ce qu'on vous joint? Un numéro de téléphone, une adresse email, comment on fait pour vous joindre? Et maintenant, vous êtes où? C'est-à-dire que je vais recruter quelqu'un à Bafoussam. Est-ce que vous vivez à Yaoundé ou vous vivez à Bafoussam? Vous vivez à Douala ou vous vivez où? Ça, ce sont les choses qui sont importantes. Qui est-ce que vous êtes? Ensuite, quelles sont les formations que vous avez faites? Donc, pour répondre à la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Quel est votre potentiel? À cette question, il faut donner des réponses adaptées. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas donner la même formation pour tous les... Non. Vous me dites, c'est qui pour le rôle que je vais recruter, c'est qui peut être pertinent. Je veux recruter quelqu'un qui va encadrer des filles qui vont aller faire la promotion d'un nouveau bouillon culinaire comme, je ne veux pas donner des noms, mais un bouillon culinaire, ce que vous appelez des cubes là. Je veux que vous encadrez ces filles. OK, vous avez fait une formation, vous avez fait du piano, vous avez fait de la trampoline, vous avez fait plein de choses, mais ça, ce n'est pas vraiment important pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes capable de tenir la charge de travail, de marcher longtemps en journée? Est-ce que vous êtes capable d'appeler régulièrement? Est-ce que vous êtes capable d'entretenir un fichier Excel pour m'envoyer les rapports? Est-ce que vous êtes capable de gérer l'administration qu'il faut faire avec les filles et tout ça là? Ça, et donc les formations que vous allez me présenter doivent être des formations qui m'aident à savoir que vous êtes fit pour le job, que vous avez le profil du job. Donc, formation à valeur ajoutée. Ensuite, parcours à valeur ajoutée, c'est pareil. Vous avez fait, quelles sont vos expériences professionnelles, vous avez été au machin truc. Mais pour ce qui est important pour moi, vous avez été, je ne sais pas, encadreur dans une école de sport. Vous avez été payé pour ça, ou même c'était un travail semi-professionnel, donc on vous paye en monnaie de singe. Ça peut être pertinent pour moi si le poste que je vais vous donner, c'est un poste de leadership. Là, ça devient intéressant. Mais si le poste que je vous donne, c'est un poste de dactylo, ça ne sert à rien. Je n'ai pas vraiment besoin de savoir ça pour vous dire de taper des centaines de mots chaque jour. Idem pour les compétences. Quand vous listez vos compétences, dites des compétences qui vont servir pour le poste. Pas plus. Pour plus, ça ne sert à rien. Pas plus. Et donc, ça me permet de vous parler, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de vous parler des grands mythes du CV. Le premier grand mythe du CV, c'est le plus gros mythe de toute la voie lactée, c'est
le mythe de l'image. Je vois de plus en plus de CV avec des images, de très belles images parfois, parfois de moins belles images, il faut le dire. Mais finalement, mettre votre image, c'est un pari qui est risqué. Et en général, c'est un pari qui ne marche pas. Pourquoi c'est un pari qui ne marche pas? L'image, quand vous envoyez votre image, souvent une photo portrait, une photo d'ensemble, ça n'est vraiment pas intéressant, sauf si c'est pour participer à un casting d'hôtesse ou un casting de top modèle ou un casting de mannequin. Et quoique, pour un casting de mannequin, on envoie un portfolio, on envoie un document qui montre les différentes photos qu'on a faites en étant X, Y, Z. Donc, pour vous, envoyer une image de votre photo, c'est un risque parce que si c'est une dame, vous êtes une dame qui envoie une très belle photo, si c'est une dame qui reçoit votre candidature, elle peut ne pas apprécier parce qu'elle va se dire, voici une candidate qui a une belle plastique, mais qui va venir perturber mes équipes. Ou alors, voici une candidate qui a une belle plastique et qui va venir remettre en question mon statut de peut-être la plus belle ou la seule dame du bureau. Ou voici une candidate qui a une belle plastique, mais qui pourrait n'avoir que la plastique comme avantage. On pourrait vous faire un procès d'intention seulement parce que vous avez mis en exergue votre plastique. Donc, ne sachant pas la culture ou ne sachant pas la personnalité exacte des gens qui liront votre CV, ne prenez pas ce risque. Ça peut être un homme qui reconnaît en vous vous pouvez ressembler à son ex avec qui il a une très mauvaise relation. Vous pouvez lui donner plutôt une orientation, vous pouvez lui des envies du bruit qui peut dire, ok, oh, super, ça peut être une belle, ça peut être un bon atout pour des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Et puis quand vous êtes recruté, finalement, ça se passe mal parce que dès le départ, il a voulu de vous pour des mauvaises raisons. Ça peut biaiser tout le processus. Donc, faites attention avec vos images. Si possible, ne les envoyez pas, sauf si c'est exigé. Et en général, quand c'est exigé, il y a un souci de culture, il y a un souci d'éthique dans l'entreprise qui exige ça. Le CV doit avoir une taille prédéfinie, nombre de pages, une page, plusieurs pages. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue. Le CV a la taille qu'il faut que c'est. L'essentiel pour vous, c'est quoi? C'est que les 4 informations dont on a parlé tout à l'heure, il faut que le lecteur les ait dans les 6 premières secondes. C'est tout ce qui compte. Après, il peut vouloir aller au-delà. Il pouvait mettre à sa disposition un ensemble d'informations qui lui permet d'aller au-delà. Mais il faut que ces informations, il les ait dans les 6 premières secondes. Vous luttez contre son attention. Vous êtes en compétition, pas avec les autres candidats, ne vous dites pas ça. Vous êtes en compétition avec ses notifications Facebook, ses notifications Twitter. Vous êtes en compétition avec ses notifications WhatsApp. C'est contre WhatsApp que vous luttez. Donc, en 6 secondes, vous devez lui donner la possibilité de se faire une idée, de vous dire, de se dire, celui-ci, je le mets dans le panier des gars bons sur qui on peut être intéressé. Ça, c'est le plus important. Donc, pas de contraintes de taille. Pas de contraintes de style non plus. Écrivez en Cambria, écrivez en Times New Roman, écrivez en Police 11, Police 10, on s'en fout. L'essentiel pour vous, c'est de vous rassurer. Est-ce que ce que j'écris est lisible? J'ai vu des gens écrire en LaTeX, des très beaux CV en LaTeX, très lisibles. LaTeX est réputé être lisible. C'était super. Bien sûr, pour faire en LaTeX, il faut accepter l'effort qu'il y a derrière parce que LaTeX, il faut se cogner du code pour le faire. Mais en dehors de ça, écrivez de la façon la plus lisible pour que si votre lecteur, c'est un monsieur qui n'arrive pas à voir sans ses lunettes et qui, même avec les lunettes, ne voit pas très bien, que vous ne soyez pas désavantagé par ça. Et donc, logiquement, ça inclut la problématique des couleurs. Les couleurs, je vois souvent des gens qui envoient des vrais chefs-d'œuvre. C'est souvent très bien, c'est souvent très intéressant, mais parfois ça ne sert à rien. Donc, le CV qui a ses mythes, c'est un outil qu'il faut tout le temps personnaliser. Parce que le CV, c'est pas pour tout le monde, c'est pour un client. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites une offre, chaque fois que vous participez à une offre, l'offre en question, c'est un nouveau client qui a une nouvelle identité, un nouveau profil. Et donc, de la même façon que vous, quand vous vendez une hache à un bûcheron dont le travail, c'est de couper des arbres, vous ne vendrez pas la même hache de la même façon à un sapeur-pompier qui utilise la hache de temps en temps quand il faut défoncer les portes pour aller sauver des gens. Bon, ça n'arrive pas très souvent au Cameroun parce qu'en général, ils arrivent juste pour collecter les cendres. Bon, c'est pas
C'est un constat statistique. Donc, votre CV, c'est un outil de marketing. C'est un outil qui vous vend. C'est un outil où l'objet du désir, le désir que vous voulez créer, c'est un désir sur votre personne, c'est un désir sur votre compétence. Et globalement, c'est pour dire, je suis la personne qui apporterait dans l'immédiat la qualité que vous recherchez et qui permettrait de générer dans l'immédiat les avantages que vous voulez obtenir de ce poste-là. C'est la promesse que vous faites à votre CV. Et donc, cette promesse ne peut pas être universelle parce que vous pouvez avoir été formé en logistique, transport et logistique, et vouloir travailler pour un opérateur aérien, travailler pour un opérateur téléphonique et travailler pour un magasin, pour un supermarché. Dans les trois cas, ce n'est pas la même chose qu'ils attendent de quelqu'un qui a la spécialité transport logistique. Ce n'est pas les mêmes job descriptions, ce n'est pas les mêmes postures. Donc, vous n'allez pas vous vendre de la même façon à ces trois offres. Vous allez vous vendre différemment. Donc, il faut tout le temps ajuster et modifier. De la même façon, le CV, donc, il faut, pour chacun de ces clients-là, il faut le remettre à jour. Vous devez donc être capable de garder le CV avec des annotations qui vous permettent de savoir, OK, le CV-ci, c'est pour tel client. Le CV-ci, c'est pour tel client en telle année. Parce que dans la même entreprise, il peut y avoir des départements différents qui demandent des profils, qui font des recrutements à des moments différents. Ne tombez pas, ne vous dites pas que non, comme là-bas, c'est le département vente, ici, c'est le département marketing. Non, ce n'est pas forcément un profil. Donc, soyez toujours capable d'ajuster. Mais faites-le sans mentir. C'est très important. Ajuster ne veut pas dire mentir. Ajuster veut dire, je mets en exergue ce que j'ai effectivement fait et qui est utile pour eux. Je peux avoir été ancien d'église, je ne sais pas, formateur de chorale, peut-être je suis coach sportif, je suis plein de choses. Mais tout ça n'est pas important pour tout le monde. Pour certains, le fait que j'ai été ancien d'église, c'est une plus-value. Peut-être ça montre que j'ai une certaine spiritualité ou la capacité à être fidèle à ma spiritualité. Pour d'autres, être coach sportif, ça peut être pertinent, peut-être pour le leadership, mais pour certains, ça ne l'est pas. Donc, on ne dit pas pour tel client, dites que vous êtes allé sur la Lune, vous avez marché pieds nus là-bas et puis vous êtes revenu. Non. Dites ce que vous avez fait, ce que vous avez réellement fait. Mais dites, adaptez toujours votre parcours. Donc, ne sélectionnez que ce qui est pertinent pour chaque client. Et même au-delà de sélectionner, il y a la narration, la façon dont vous agencez, la façon dont vous parlez de ça. Les CV, tel qu'on parle, le fait qu'on doit modifier tout le temps, ce n'est pas un exercice qui vous est si inconnu que ça. Parce qu'en réalité, quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que ça fait des années que vous faites vos CV. Bon, pas tout le monde peut-être, mais beaucoup de gens déjà, sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, vous faites des bios. Un bio, c'est une biographie. Un bio, c'est un CV. C'est un endroit où on dit je suis tel, voici, parler de vous en 250 mots. Je suis une personne souriante, un peu réservée, je n'aime pas trop l'alcool, j'aime beaucoup l'alcool, je n'aime pas m'amuser, j'aime m'amuser. Vous faites une liste de choses qui a pour objectif d'inciter des gens à se connecter à vous. C'est un CV que vous faites. Mais là, ce n'est pas pour des raisons professionnelles, c'est pour des raisons un peu moins professionnelles, mais c'est un CV que vous faites. Et très souvent, vous dites un peu, OK, ce que j'ai fait, le parcours, ce que je recherche. Donc, des fois, vous faites même des projections sur ce que je recherche. Vous êtes en train de faire un CV. Donc, il faut être capable de le faire. Il faut être capable de se rendre compte que les règles, la façon dont on se comporte, par exemple en amour, c'est-à-dire que les règles pour plaire en amour, par exemple, mettre du parfum, repasser ses vêtements, se coiffer, couper sa barbe et tout ça. Ces règles valent aussi en entreprise. C'est pareil. C'est ajuster, soigner son CV, soigner son écriture, soigner sa présentation, soigner ses courriels, être ponctuel, toutes ces choses-là. Il y a donc une ressemblance entre ce qu'on fait pour plaire aux gens en amour et ce qu'on fait pour plaire aux gens au travail. Et donc, c'est très important. Et souvenez-vous, hein, dans les années 40, le CV, c'était pareil que nos profils Facebook, c'était pareil. Donc,
soit 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, ça a un peu changé. 70 ans plus tard, d'ailleurs, ça a un peu changé. Mais l'idée est la même. Et puis donc, comme on doit ajuster, comme on doit tout le temps s'adapter et tout ça, il reste donc important pour nous de savoir, OK, le CV que je rédige, où est-ce qu'il va? Je le rédige pour voir, il y a Total qui recrute, il y a Schlumberger qui recrute, il y a Orange qui recrute, il y a Toto et Fils, la boutique d'à côté qui recrute, il y a tel qui... OK, qui va lire mon CV? L'endroit où mon CV va, qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qu'on attendrait de moi? Qu'est-ce qui, chez eux, on parle quelle langue, par exemple? OK, une entreprise comme peut-être Diageo, Guinness vous recrute. Vous savez quoi que la culture en interne, c'est une culture anglophone. Bon, vous rédigez votre CV dans le meilleur français de tous les temps. Oui, sauf que, est-ce que les gars vont valoriser votre CV quand il sera en français? Donc, il faut savoir, il faut faire des enquêtes, il faut vous renseigner, il faut discuter, il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas simplement vous débarrasser de ça, vous dire, OK, j'ai fait 50 CV, j'ai distribué 50 CV et puis ça a marché. Et puis, non, faites un CV ciblé. Et ce qui est sûr, c'est que si vous êtes rendu à l'étape du CV, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'on le lise. Donc, donnez-vous les chances qu'on le lise. Et même l'heure à laquelle vous envoyez le CV. Si vous voyez que quelqu'un fait une offre, vous donne un courrier, que, bon, une adresse courriel, que bon, envoyez le CV ici à alexis.tadifo à commercial nixé.tech. D'accord. Vous envoyez le courriel. Mais si vous envoyez le courriel à 22 heures, est-ce que vous pensez que vos chances d'être lus sont plus grandes que si vous envoyez vos courriels un jour de travail, peut-être à 10 heures ou à 11 heures? Donc, dites-vous qu'en bout de course, de l'autre côté, c'est aussi un être humain. Donc, si je lui envoie un courriel à 22 heures le vendredi, il est probable que ça s'amoncelle. Peut-être avec d'autres personnes qui ont la même mauvaise idée que moi. Ça s'amoncelle, ça s'empile là. Et puis le lundi, il ouvre son niveau, 50. Il dit, il dit que je lirai ça plus tard. Et puis c'est celui qui envoie le lundi à 10 heures, qui est tout en haut de la pile, qui va d'abord lire. Et puis les autres, il va essayer de savoir, il va scroller jusqu'à ce qu'il se fatigue. Et puis pour ne pas se faire mal aux yeux, il coche tout, il met à lire, il met lu. Donc il change le statut, il met lu et puis il avance. Il se dit, bon, si un gars envoie à 23 heures, bon, peut-être j'ai raté un gars, mais il y a quand même encore beaucoup d'autres. Mettez toutes les chances de votre côté. Donc, essayez de comprendre qui est derrière, comment ça fonctionne et tout ça. C'est très important. Donc, je vous inviterai donc, pour ceux qui ont aimé la présentation, pour ceux qui aimeraient aller beaucoup plus loin, envoyez-nous vos CV. Voilà notre adresse. On va discuter avec vous. On peut avoir des échanges. En one-to-one, ça peut être avec moi, ça peut être avec un associé. En one-to-one, pour dire OK, voici la compréhension qu'on a de votre CV, voici l'histoire que ça raconte. Est-ce que c'est l'histoire que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Et en fonction des retours qu'on vous fait, vous pourriez les ajuster et en faire quelque chose de correct. On aurait pu vous présenter un CV type, mais nous sommes des recruteurs. La seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est justement vous présenter un CV type. Parce que déjà, ça n'existe pas. Mais en plus, ça va forcer tout le monde à nous envoyer le même type de CV. Et on serait incapable maintenant de ressentir l'originalité des candidats. Mais par contre, nous sommes disposés et disponibles pour discuter avec chacun de vous, pour apprécier le CV, faire des retours et les aider à avoir un meilleur CV. Et même vous donner des conseils sur les postes, les profils, les jobs auxquels vous postulez, même s'ils ne viennent pas de nous. Je vous remercie.